Je suis rentrée du supermarché pour déposer un sac, puis j'ai trouvé une lettre ouverte. Je me souviens très bien de ce jour-là. C'était un mardi de novembre, gris et froid, comme un souffle de fin du monde. J'étais sortie tôt le matin pour faire quelques courses au supermarché. Du pain, un peu de lait et quelques pommes pour la tarte du soir. Rien d'extraordinaire. J'avais laissé le chauffage allumé, ma vieille écharpe pendue à la patère de l'entrée et le chat roulé en boule sur le fauteuil. Tout semblait tranquille, ordinaire, jusqu'à ce moment précis où j'ai ouvert la porte. Je voulais simplement déposer un sac avant de repartir chercher le reste dans la voiture. Et c'est là, sur la table du salon, que je l'ai vue. Une lettre, ouverte. Le papier tremblait légèrement sous le souffle du radiateur. Une écriture que je connaissais trop bien, celle de mon fils, Marc. J'ai senti mon cœur battre plus vite, un pressentiment, une sorte de vertige intérieur. J'ai posé le sac sur la chaise, lentement, sans quitter cette enveloppe des yeux. L'adresse était la mienne, bien sûr. Et pourtant, quelqu'un d'autre l'avait déjà ouverte. Je me suis approchée, mes doigts glissant sur la table comme si je marchais sur du verre. L'enveloppe portait une trace de rouge à lèvres, celui de Claire, ma belle-fille. J'ai compris aussitôt qu'elle avait lu cette lettre avant moi et qu'elle l'avait laissée bien en évidence, comme une provocation. Je me suis assise, les jambes tremblantes. J'ai pris une grande inspiration avant de déplier le papier. Les premiers mots m'ont glacée. « Maman, je sais que cette décision te fera de la peine, mais il est temps pour moi de penser à ma famille. » Mon souffle s'est arrêté. Ma famille. Comme si je n'en faisais plus partie. La phrase suivante a frappé plus fort encore. « Nous avons décidé de vendre la maison après ton départ à la résidence. C'est plus simple pour tout le monde. » Mon départ à la résidence ? Quelle résidence ? Personne ne m'avait rien dit. J'ai lu et relu ces mots, espérant une explication cachée entre les lignes. Mais il n'y en avait pas. Seulement des phrases polies, froides, pleines de ce ton administratif que prennent les enfants quand ils veulent se donner bonne conscience. Marc ajoutait qu'il avait tout organisé avec Claire et que le directeur de la résidence me contacterait bientôt. Le sac de pommes est tombé par terre. Une pomme a roulé jusqu'au tapis, s'arrêtant près de mes chaussons. Le chat a sursauté. Moi, je n'ai pas bougé. Tout à coup, le silence de la maison m'a paru étranger. Cette maison, c'était la mienne. Celle où j'avais élevé Marc. Celle où son père et moi avions tout construit, brique après brique, à la sueur de nos années. Et voilà que mon propre fils parlait de la vendre, comme on vend un vieux meuble devenu encombrant. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, les yeux dans le vide. Les mots « après ton départ à la résidence » tournaient dans ma tête, comme une chanson cruelle. Puis j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Claire, elle est entrée, élégante comme toujours, manteau beige, talons précis, parfum trop fort. Elle a vu la lettre dans mes mains et son sourire s'est figé. « Ah, tu es rentrée plus tôt que prévu », a-t-elle dit en refermant la porte. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement levé les yeux vers elle. « Je pensais que tu lirais ça ce soir, avec Marc », a-t-elle ajouté faussement gênée. Je me suis levée lentement. « Tu savais, Claire, tu savais, et tu n'as rien dit ?» Elle a haussé les épaules, comme pour minimiser. « C'est pour ton bien, tu sais. Là-bas, tu seras entourée, soignée, en sécurité. » Marc a beaucoup réfléchi, crois-moi. Je n'ai pas crié. J'ai juste posé la lettre sur la table, entre nous deux. C'est moi, Claire, qui ai acheté cette maison, avec mon mari, avec nos sacrifices. Pas toi, et certainement pas pour qu'on m'en chasse comme une vieille locataire. Elle a reculé d'un pas. Son regard a changé, plus froid. Ne dramatise pas.
Marc a ses responsabilités maintenant. Tu devrais te reposer un peu. » Elle a ramassé mon sac de pommes et l'a posé sur le comptoir, comme pour reprendre le contrôle de la scène. Je l'ai observée en silence. Chaque geste d'elle m'irritait. Cette manière d'occuper l'espace, de s'imposer, comme si cette maison lui appartenait déjà. Puis, soudain, elle a dit une phrase qui m'a transpercée. « Tu n'as rien à faire ici pour l'instant. Laisse-nous gérer. » Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas une simple résidence. C'était une mise à l'écart, une manière polie de m'effacer. Je suis restée debout, immobile, le regard fixé sur cette femme qui me chassait de ma propre vie. Et au fond de moi, une pensée s'est formée, claire et froide. Non, je ne partirai pas sans savoir ce qu'il me cache. Car si Marc avait écrit cette lettre, alors il devait y avoir une raison plus profonde, une main derrière la sienne. Et j'étais bien décidée à la découvrir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'entendais chaque craquement du parquet, chaque souffle du vent contre les volets, comme si la maison elle-même se plaignait d'être trahie. J'avais posé la lettre sur ma table de nuit, incapable de la ranger. Chaque fois que mes yeux se fermaient, les mots « après ton départ à la résidence » revenaient, impitoyables. Je repensais à Marc, à son rire d'enfant, à la façon dont il courait dans ce même couloir en pyjama, les cheveux en bataille. Et je me demandais, comment avait-il pu en arriver là? Comment pouvait-il me chasser de l'endroit où il avait grandi? Au matin, j'ai préparé du café, machinalement. Claire descendait tard, toujours impeccablement maquillée. Quand elle est apparue dans la cuisine, elle a pris un ton faussement léger. « Tu sais, Marc voulait t'en parler en douceur. Mais tu connais les hommes. Il repoussa toujours les conversations difficiles. » Je l'ai regardée, sans répondre. « Il a eu du mal à l'écrire, » a-t-elle ajouté en prenant sa tasse. « Mais il faut comprendre. La maison est trop grande pour toi seul. Et puis, avec les factures, l'entretien. J'ai serré la tasse si fort que j'ai cru la briser. Cette maison, Claire, je la garde depuis 40 ans. J'ai enterré mon mari ici. J'y ai vu naître mon petit-fils. Tu crois que je vais partir comme ça? » Elle a soupiré, faussement compatissante. « Personne ne veut te faire de mal, Madeleine. C'est juste... une étape. Voilà comment ils appelaient mainter mon exil. » Plus tard, Marc était venu. Il avait ce sourire gêné, celui qu'il prend quand il sait qu'il fait quelque chose de mal, mais qu'il veut se persuader du contraire. « Maman, tu sais bien que je t'aime, » a-t-il commencé, maladroitement. « Alors, pourquoi cette lettre ? » On voulait éviter un drame, tu comprends. Claire a trouvé une résidence formidable, à 10 minutes d'ici. Il y a un jardin, des activités, des soins. Tu serais bien entouré. « Et la maison ?» ai-je demandé, la gorge serrée. Il a hésité. Puis, il a soupiré. « On a trouvé un acheteur potentiel. Rien n'est signé, mais... on pensait, ai-je répété. « Oui, vous pensez beaucoup à deux. » Le silence a envahi la pièce. Claire observait la scène depuis le couloir, bras croisés. Je voyais bien qu'elle tirait les ficelles. Marc baissait les yeux, comme un enfant pris en faute. Je me suis levée lentement, en appui sur la table. « Je ne partirai pas, Marc, pas tant que je n'aurai pas compris ce que vous cachez. » Il a voulu répondre, mais je suis sortie du salon avant qu'il n'en ait le temps. Le reste de la journée, j'ai erré dans la maison comme une étrangère. Chaque objet me rappelait un souvenir. La photo de notre premier Noël, le fauteuil de mon mari, les dessins de Marc collés encore au grenier. Tout cela allait disparaître sous la signature d'un notaire. En fin d'après-midi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur le bureau de Marc, laissé ouvert dans la chambre d'amis, il y avait un dossier bleu, épais, avec mon nom écrit dessus. Madeleine Lenoir. J'ai hésité un instant, puis j'ai ouvert.
À l'intérieur, des copies de papiers administratifs, des devis, un mandat de vente et surtout, une autorisation de gestion signée de mon nom. Ma signature. Mais ce n'était pas la mienne. Une vague de chaleur m'a envahi. Je suis restée immobile, le cœur battant. Quelqu'un avait imité ma signature. Et tout indiquait que cette personne avait déjà entamé les démarches pour vendre la maison. J'ai refermé le dossier à la hâte, les mains tremblantes. J'avais besoin de preuves, de temps, de sang-froid. Le soir, j'ai faim la fatigue. Je monte me coucher, ai-je dit doucement. Repose-toi bien, m'a répondu Claire, tout sourire. Mais je ne suis pas allée me coucher. J'ai attendu que la maison s'endorme, puis j'ai descendu les escaliers sans bruit. Dans le bureau, j'ai allumé une lampe de poche. J'ai pris des photos du dossier avec mon vieux téléphone. Chaque page, chaque signature. Puis, j'ai tout remis à sa place. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de réveiller le chat. Le lendemain, j'ai pris un bus pour aller au village voisin. J'y connaissais encore un homme de confiance. Maître Dupuis, le notaire de mon défunt mari. Un vieil ami, discret. Il m'a reçu dans son bureau, derrière sa grande table de bois sombre. « Madeleine, que se passe-t-il? Tu as l'air bouleversée. »« On veut me chasser de ma maison, » ai-je dit en lui tendant le téléphone. « Et regarde, quelqu'un a signé à ma place. » Il a ajusté ses lunettes et étudié les images longuement. Puis, il a levé les yeux vers moi. « Ce n'est pas ta signature, en effet. Et cette autorisation n'a aucune valeur légale sans ton consentement écrit devant témoin. » J'ai senti mes yeux s'embuer. « Alors, ils n'ont pas encore gagné ? » ?»« Non, » a-t-il dit calmement. « Mais tu dois être prudente. Ne dis rien pour le moment. Laisse-moi vérifier d'où vient ce dossier. » Je suis rentrée chez moi le cœur un peu plus léger, mais aussi plus déterminée que jamais. Quand je suis arrivée, Claire était dans la cuisine, au téléphone. Elle parlait vite, nerveusement. En m'apercevant, elle a sursauté et a raccroché aussitôt. « Oh, tu es déjà revenue ? » ?»« Oui, » ai-je répondu froidement. « Une petite course. » Elle a souri, mais son regard trahissait une inquiétude nouvelle. Je crois qu'elle avait compris que je savais. Cette nuit-là, en me glissant sous les draps, j'ai entendu Marc et Claire se disputer à voix basse dans la pièce voisine. Des mots me parvenaient, étouffés. Signature, notaire, trop tôt. J'ai fermé les yeux. La vérité commençait à se fissurer de leur côté. Et moi, j'étais prête à tout pour la faire éclater au grand jour. 2 jours ont passé. 2 jours à jouer la comédie. À sourire poliment à Claire, à écouter Marc me parler de résidence agréable, à faire mine d'accepter l'idée du départ. Mais en réalité, chaque minute, je préparais ma revanche. Maître Dupuis m'avait rappelé discrètement. « Madeleine, j'ai vérifié. Le dossier vient d'une agence immobilière de la ville. Le mandat de vente a été déposé par Claire Durand, ta belle-fille, en se présentant comme ta tutrice légale. J'ai cru que le sol s'effondrait sous mes pieds. »« Ma tutrice ? Mais je suis parfaitement lucide. »« Justement, » répondit-il. « Elle a produit un certificat médical douteux, signé d'un certain docteur Rollin. J'ai contacté le conseil de l'ordre. Ce médecin a déjà été radié. » Je suis restée silencieuse, stupéfaite. Tout devenait clair. Claire avait monté une véritable manipulation. Elle voulait faire passer une femme encore debout, encore libre, pour une vieille incapable. « Laisse-moi agir, » m'a dit Maître Dupuis. « Mais il faudra que tu viennes au bureau demain matin. Nous allons préparer quelque chose. » Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, pour la première fois depuis des jours. Je savais que le vent allait tourner. Le lendemain, je suis partie tôt, avant que Claire ne se lève. Marc dormait encore, sans doute épuisé par ses mensonges. Je me suis habillée simplement, manteau gris, foulard bleu ciel,
comme à mes beaux jours. Chez Maître Dupuis, tout était prêt. Il avait convoqué un huissier et un agent de la préfecture. « Nous allons établir un constat officiel », expliqua-t-il. « Et tu vas signer un document de révocation du mandat en ta pleine possession de tes moyens. » Je l'ai signé d'une main ferme. Puis, il a ajouté. « Il y aura une réunion familiale obligatoire avant toute décision. Je m'en charge. » Je suis rentrée avec un calme étrange, presque doux. Le soir, j'ai préparé un dîner complet. Pot-au-feu, vin rouge, tarte aux pommes, comme avant, quand Marc venait avec le petit Louis le dimanche. Il semblait surpris de me voir si apaisée. « C'est délicieux, maman, » dit Marc en s'asseyant. « Oui, » répondit Claire, un peu méfiante. « Tu as l'air sereine. » J'ai souri. Peut-être que j'ai enfin compris certaines choses, ai-je dit tranquillement. Nous avons dîné dans un silence pesant. Après le dessert, j'ai sorti une enveloppe. Pas celle de Marc, une autre, blanche, scellée. Il y a quelque chose que je veux vous montrer, ai-je annoncé. Claire a pâli. Marc a levé les yeux, surpris. C'est une convocation, ai-je ajouté doucement, de Maître Dupuis. Il souhaite nous voir demain à 11h. Il dit que c'est important. Claire a perdu son sourire. Pourquoi? Qu'est-ce que... Tu verras demain, ai-je dit calmement. Tout doit être dit devant témoins. Le lendemain, nous étions tous réunis dans le bureau du notaire. L'air sentait le papier, l'encre et un peu la tension. Claire jouait avec son alliance. Marc semblait nerveux. Moi, j'étais droite, silencieuse. Maître Dupuis s'est levé, posant sur la table un dossier relié. J'ai procédé à des vérifications. Madame Durand, vous avez signé un mandat de vente de la maison de Madame Lenoir, en usurpant sa signature. Vous avez également fourni un certificat médical falsifié. Claire a blêmi. C'est faux, je voulais juste aider. Marc m'a dit... Marc, intervint Dupuis calmement. Avez-vous connaissance de ces documents? Marc a bafouillé, le visage rouge. Non, je croyais que maman avait donné son accord. Claire m'a dit que... C'est assez, l'a coupé Dupuis. Puis il s'est tourné vers moi, me tendant un second dossier. Voici la déclaration officielle, révoquant toute tentative de tutelle ou de vente. Et un complément que j'ai jugé utile d'ajouter. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une copie du testament de mon mari, daté de 2005. Je l'avais oublié, ce document. Mais lui, le notaire, l'avait gardé. Le testament stipule, lut-il, que la maison familiale reviendra à Madeleine Lenoir, à vie, sans aucune possibilité de vente ni transfert tant qu'elle vivra. À son décès seulement, le bien reviendra à son fils Marc. Marc a levé la tête, stupéfait. « Mais tu ne m'as jamais parlé de ça ?» Parce que je croyais que l'amour d'un fils suffisait à protéger une mère, ai-je répondu simplement. Claire s'est levée brusquement, hors d'elle. « C'est ridicule. On ne peut pas vivre dans le passé. Cette maison tombe en ruine. Elle tient encore debout, ai-je murmuré, comme moi. » L'huissier a pris la parole froidement. « Madame Durand, vos démarches sont illégales. Vous risquez des poursuites pour falsification et tentative d'escroquerie patrimoniale. » Marc a fermé les yeux, la tête entre les mains. Claire a voulu parler, mais aucun son n'est sorti. Moi, j'étais là, droite, mon foulard bleu bien noué, regardant sans trembler. J'avais retrouvé ma dignité. Quand la réunion s'est terminée, Marc m'a rejointe sur le trottoir. Il avait l'air brisé. « Maman, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Je l'ai regardé longtemps, sans colère. »« Tu n'as pas voulu savoir, Marc. C'est pire. »
Il a baissé la tête, les yeux humides. « Je suis désolée, je n'ai rien dit. J'ai juste posé ma main sur son bras. » Au loin, Claire s'éloignait, furieuse, son téléphone collé à l'oreille. Mais quelque chose me disait qu'elle n'appellerait plus aucun notaire. En rentrant à la maison, j'ai ouvert les volets. Le soleil entrait à travers les rideaux, caressant le vieux bois des meubles. Tout semblait plus clair, plus vrai. Et pourtant, je sentais qu'il restait encore une dernière vérité à dire. Une que ni Marc ni Claire ne soupçonnaient encore. Quelque chose que moi seule savais, enfoui depuis des années. Les jours qui ont suivi cette réunion ont eu un goût étrange. Ni victoire, ni vengeance. Seulement un grand silence. La maison paraissait plus vaste, comme si elle respirait enfin. Claire avait disparu, sans un mot. Marc, lui, venait parfois, maladroit, avec des fleurs ou une tarte achetée. Il restait debout dans l'entrée, les mains dans les poches, comme un petit garçon puni. Je ne lui en voulais plus. Pas vraiment. La colère, à mon âge, est une perte de temps. Ce qui reste, c'est la mémoire. Et la mémoire, elle, n'oublie rien. Un matin, il est venu seul, sans prévenir. « Je peux entrer ?»« Bien sûr. » Ai-je dit, « C'est encore chez moi, mais c'est toujours chez toi aussi. » Il a souri timidement. Nous avons bu un café dans la cuisine. La lumière du matin glissait sur la table. Il m'a dit qu'il avait quitté son travail pour faire le point, que Claire était partie chez sa sœur, que tout cela l'avait fait réfléchir. Je l'ai écouté en silence. « Tu sais, maman, je croyais faire ce qu'il fallait. Je me disais que tu serais mieux entourée ailleurs, que cette maison te pesait. Et maintenant ?» ai-je demandé doucement. « Maintenant, je vois que c'est moi qui étais fatiguée, pas toi. » J'ai souri. Un sourire lent, un peu triste, mais sincère. « Tu as grandi ici, Marc. Chaque mur te connaît, mais tu as laissé une étrangère décider pour nous deux. »« Je le sais, » murmura-t-il, « et je m'en veux. » Il a pris ma main, un geste rare entre nous. Ses doigts tremblaient un peu. « Tu me pardonnes ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fixé la fenêtre, le vieux cerisier au fond du jardin, celui que son père avait planté le jour de sa naissance. Les fleurs commençaient à tomber, silencieuses. « Oui, » ai-je fini par dire. « Je te pardonne. Mais promets-moi une chose, que plus jamais tu ne laisseras quelqu'un décider à ta place, pas même pour ton bien. » Il a hoché la tête, les yeux humides. Et j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que j'avais retrouvé mon fils. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai rouvert la commode où dormaient des souvenirs anciens. Des lettres, des photos et un petit carnet bleu, presque effacé. C'était celui de mon mari. Je ne l'avais jamais montré à personne. Entre 2 pages, il y avait une feuille pliée, une lettre adressée à moi, que j'avais oubliée. Je l'ai lue lentement. « Si un jour on veut te faire croire que tu es trop vieille pour choisir, rappelle-toi, tant que ton nom est sur la porte, c'est toi la maîtresse de cette maison. Et si Marc oublie, montre-lui cette lettre. » J'ai souri à travers les larmes. Il avait toujours eu ce don de voir venir les tempêtes avant tout le monde. Alors le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai écrit une lettre, pas à Marc, ni à Claire, ni au notaire, à mon petit-fils, Louis. « Mon chéri, quand tu liras ces lignes, tu seras peut-être grand, peut-être déjà parti loin. Mais je veux que tu saches une chose. Une maison, ce n'est pas seulement des murs. C'est la mémoire des gestes, des voix, des repas, des pardons. Si un jour tu entends dire que les anciens sont des fardeaux, souviens-toi de moi et de ce que j'ai vécu. La dignité, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vendre. » Je l'ai signé, lentement, puis glissé dans une enveloppe que j'ai rangée derrière un cadre.
juste à côté de la photo du cerisier, en fleurs. Les mois ont passé. La vie a repris son rythme. Marc a retrouvé du travail, plus modeste, mais qui le rendait heureux. Un jour, il m'a dit « Si tu veux, je peux venir réparer les volets le week-end. » Et moi, j'ai ri doucement. Tu vois, il suffisait de demander. Il n'y a plus eu de drame, ni de lettres ouvertes sur la table. Juste des conversations simples, du café, et parfois le rire du petit Louis qui courait dans le couloir, comme autrefois son père. Parfois, je repense à Claire. Je me demande si elle regrette. Peut-être. Ou peut-être pas. Peu importe. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'une maison ne se possède pas seulement par un acte notarié. Elle se mérite par le cœur. Et quand je m'assieds chaque soir dans le fauteuil du salon, face à la lumière douce du couchant, je sens la paix revenir. Pas parce que j'ai gagné, mais parce que j'ai tenu bon. Je me parle souvent à voix basse, comme à mon mari. Tu vois, mon vieux, j'ai gardé la maison. Et Marc a enfin compris. Et je me dis que, peut-être, c'était ça, la vraie justice. Non pas les papiers, ni les mots du notaire, mais ce moment où l'amour reprend sa place, là où la peur l'avait chassé. Je ferme les yeux. Le silence de la maison n'est plus vide. Il est plein de souvenirs, de chaleur, de pardon. Et la dernière phrase que je me dis, avant de dormir, c'est toujours la même. On m'a cru faible. J'étais simplement patiente.